Mesdames, Messieurs, bonjour. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la crise israélo-palestinienne. À la faveur, c'est peut-être un terme impropre, mais c'est à la faveur d'une récente déclaration du président élu des États-Unis, Donald Trump, qui promet une réponse terrible si s'il arrive au pouvoir, s'il est installé et que les otages israéliens n'aient pas été libérés avant. Pour discuter de la crise israélo-palestinienne at large, on va recevoir aujourd'hui un expert, un spécialiste de la question israélo-palestinienne, mais aussi du Proche-Orient. C'est le professeur Rachad Antonius. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci professeur, et vous-même? Ça va, ça va. Vous avez entendu comme nous les déclarations de Donald Trump concernant la crise à Gaza et les menaces proférées par le président américain. Je commencerai par un rappel historique. Ça rappelle étrangement les déclarations de Ronald Reagan un peu avant son investiture également, lors de la crise des otages en 1979. Lui, c'était en 1980 lors de son investiture. Professeur Antonius, comment prendre en regard de l'histoire les déclarations de Donald Trump? Écoutez, M. Trump est suffisamment fou pour faire des dégâts terribles, mais il se peut aussi que ce soit un bluff, Mhm. c'est-à-dire une façon de faire pression sur les pays arabes pour qu'ils eux-mêmes fassent pression sur le Hamas pour libérer les otages, parce que sa menace ne concernait pas uniquement les Palestiniens au Gaza, elle concernait l'ensemble de la région. Ouais. Bon, euh, on peut se demander par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus grave? Je veux dire, Israël détruit les stocks de vaccins qui rentrent, empêche la nourriture de rentrer, détruit beaucoup d'infrastructures, tous les hôpitaux. Elle a tué 10% des journalistes qui sont là-bas. Elle tue des médecins, des professionnels soignants. Même des groupes qui sont en général plus prudents sur ce genre de choses comme Amnesty arrivent à la conclusion qu'il s'agit bel et bien d'un génocide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de pire? Ce qui est grave, je crois, c'est les conséquences possibles. Mais avant d'en parler, si vous me permettez, Oui. je voudrais revenir un tout petit peu sur l'histoire parce que ça permet de comprendre mieux ce qui se passe à Gaza. Il y a une histoire qui a commencé il y a 100 ans. Oui. Depuis 100 ans, le mouvement sioniste a décidé qu'il voulait faire un État uniquement pour les Juifs en Palestine. Et ce mouvement sioniste, c'était un mouvement avant tout européen. Donc, c'était d'abord pour les Juifs européens. Mhm. Ensuite, ils ont inclus les Juifs du monde entier. Il faut dire plusieurs choses par rapport à ce projet de 100 ans parce que c'est lui qui permet de comprendre ce qui se passe à Gaza. Il faut dire d'abord que le problème qu'il voulait résoudre est un problème très vrai, très réel, un problème de droits humains, de survie, d'existence, car les Juifs européens ont été d'abord, ont subi d'abord des discriminations, ensuite ils ont subi des persécutions, et ensuite ils ont subi des massacres, et ça s'est terminé par un génocide durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le projet de faire un État pour les Juifs européens en Palestine a commencé bien avant le génocide, mais après les premiers massacres. Donc, ils savaient très bien, ou plutôt, ils craignaient, ils entrevoyaient, ils craignaient ce qui s'en venait. Donc, au départ, il y a un problème très sérieux de survie des Juifs européens qu'il ne faut pas négliger ou sous-estimer. Mhm. Cependant, ce problème qui est très réel a eu une solution la pire possible. C'est quoi la solution? C'est de faire un État dans un pays déjà habité.
Alors on peut se poser la question, mais comment on en est arrivé là? Pourquoi est-on passé de ce problème de droits humains et de justice qui est très réel à une solution qui, elle, est injuste? Et il y a deux explications pour cela. Il y a d'une part le grand récit de l'histoire du peuple juif que les sionistes ont construit, et d'autre part l'idéologie et les intérêts coloniaux. Et je vais dire un petit mot sur ces deux parce que excusez-moi, je vais interrompre ça. Je vais dire un mot sur ces deux parce que ça permet de comprendre comment on en est arrivé là. Mhm. La première chose, c'est de dire que ce récit colonial, grand récit de l'histoire du peuple juif a été analysé par plusieurs historiens juifs qui ont démontré que c'est un récit qui est inventé, dans le sens suivant. Oui, bien sûr, il y a eu des royaumes juifs en Palestine il y a 2000 ans, mais il y a eu beaucoup d'autres royaumes aussi. Il y a eu des changements en permanence. Il y a eu des juifs qui sont venus, qui sont partis, les Hébreux sont venus, sont partis, les Canaanites sont venus. Et donc, il y a eu un mouvement complet et surtout, ce qu'il démontre, c'est que les Juifs vivant aujourd'hui ne peuvent pas être les descendants des Juifs qui ont vécu il y a 2000 ans en Palestine. C'est impossible et il l'a démontré de plusieurs façons. Ça, c'est un élément. L'aspect colonial, il y a une idéologie coloniale et il y a des intérêts coloniaux. L'idéologie coloniale, c'est de dire, nous avons un problème de justice et de survie et de droits humains en Europe, nous allons le résoudre dans les pays du Sud au détriment des peuples du Sud et c'est pas très grave, on a juste à les chasser. Et les intérêts coloniaux, c'est quand la Grande-Bretagne a dit, oui, moi, ça m'intéresse d'avoir des alliés qui vont être là, que je pourrais utiliser comme base militaire. Bon. Alors, c'est tout ça qui explique que depuis 100 ans, je dis bien, en fait, un peu plus que 100 ans, mais à partir de 1922, ce projet a pris une forme légale, politique, administrative claire, avec le mandat de la Grande-Bretagne sur la Palestine, qui disait clairement, nous allons travailler à construire un État. À un certain moment, professeur Antonius, on a même évoqué, pas nécessairement la Palestine, on me dit qu'en cherchant, l'histoire rappelle qu'en cherchant des endroits, à un certain moment, on a même envisagé la possibilité d'implanter l'État d'Israël en Ouganda, par exemple, dans un pays Oui, africain. mais ça, c'était pas sérieux. Mhm. C'était quelques personnes dans l'administration britannique, coloniale britannique, qui avaient dit, ah ben oui, pourquoi l'Ouganda? Mais ça n'a jamais été pris au Ça n'a sérieux, jamais été le projet. ni un projet, ni pris au sérieux, Très bien. parce qu'il n'y avait aucun lien émotif ou historique avec l'Ouganda. Tandis qu'avec la Palestine, il y avait un lien religieux des Juifs, et les Juifs formaient un peuple, mais un peuple spirituel, un peuple qui avait un message spirituel, et dans ce sens, ils se considéraient formant un peuple. Mhm. Mais à partir de la naissance du sionisme, à partir de 1900, la, la nature de ce peuple changeait. Alors qu'avant, il se considérait comme un peuple au sens spirituel, après, il se considérait comme un peuple euh, au sens politique, donc une nation politique qui avait besoin d'un territoire. Et comme ils n'avaient pas de territoire en Europe, ils ont dit on va le prendre au Proche-Orient. Et en 1922, la Société des Nations a donné un mandat à la Grande-Bretagne qui consistait à dire vous devez aider les immigrants juifs européens qui, à l'époque, ne formaient que 13% des habitants en Palestine. Le mandat leur disait vous allez les aider, eux, à former un État et à prendre le contrôle du territoire. Alors que les habitants originaux étaient complètement mis de côté dans ce projet. Et ces habitants originaux qui étaient les Arabes de Palestine formaient 87% de la population. C'est pour ça que le projet a commencé à ce moment, il y a plus de 100 ans, et que dès le début du projet, il était clair pour les promoteurs de ce projet que ça allait nécessairement entraîner l'expulsion des Palestiniens. Et à ce moment, on les appelait les Arabes de Palestine et non pas les Palestiniens. Et donc, c'était clair et le mot utilisé était un euphémisme. On disait, on va transférer les Arabes.
Il ne disait pas on va les expulser, les transférer ailleurs pour faire l'État juif. Pourquoi je ramène ces détails? Parce que quand on regarde, depuis 100 ans, ce projet s'est mis en place étape par étape. Et j'ai tout documenté ça dans mon livre. Mhm. Et c'est ça qui permet de comprendre Gaza aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on comprend à ce moment que l'objectif à Gaza, c'est pas vraiment de détruire le Hamas, c'est de rendre la vie impossible aux Palestiniens pour qu'ils s'en aillent. Et je le dis souvent, à l'origine, le projet sioniste n'incluait pas de tuer des Palestiniens. Il incluait de les chasser simplement et dans l'imaginaire colonial, ils allaient accepter leur transfert et on allait même les aider. Ouais. On dit on va les aider, on va leur donner de Alors, l'argent pour qu'ils partent. qu'on soit clair, professeur Antonius, euh, là, on est en train de parler du projet sioniste qui visait dès le départ de transférer les Palestiniens, les Arabes des terres de Palestine. On ne parle Pour pas faire l'État juif. du projet, on ne parle pas du projet international, parce que le projet international, on revient chaque fois sur le fait que le projet international visait à créer deux États, l'existence de deux États. Non, au départ, en 1922, dans le mandat britannique, on ne parle pas d'un État arabe. Très bien. On parle uniquement d'un foyer national pour les Juifs. Et qui voulait dire clairement un État parce que tous les instruments de l'État ont été graduellement mis dans les mains des immigrants juifs. Il y avait un État pour les Juifs et les Arabes, on allait essayer de les transférer ou les garder. C'était pas clair qu'est-ce qu'on devait faire avec les Arabes. Mais ce qui était clair, c'est qu'on voulait créer un État pour les Juifs. Ensuite, en 1947, quand les Arabes de Palestine ont commencé à protester, c'est à ce moment-là que les Nations Unies ont dit, d'accord, on va créer deux États, un État pour les Arabes et un État pour les Juifs. D'accord? Et cet État pour les Arabes, il amputait la Palestine de sa majeure partie. On donnait 56% aux immigrants juifs européens, qui étaient une minorité. À ce moment-là, ils étaient rendus un tiers, et 44% pour les deux tiers de la population, qui étaient les habitants originaux. Et ce projet a pas été accepté par les Arabes. Il y a eu une guerre et les sionistes ont chassé à ce moment-là les deux tiers des Palestiniens qui habitaient dans la zone allouée à l'État juif. Donc, 750 000, à peu près. Les estimés varient entre 700 000, 900 000, mais disons, la plupart des historiens disent c'est autour de 750 000 Arabes de Palestine qui ont été chassés de leur foyer pour faire place à l'État juif. Et les leaders de ce mouvement sioniste disaient occupons ce qu'on peut pour le moment, puis éventuellement, on va en occuper plus, puis transférer plus d'Arabes après, quand on pourra, quand on aura le moyen de le faire. Et c'est comme ça qu'on comprend un peu mieux la guerre de 67, ensuite Oslo, et ensuite la situation à Gaza maintenant. Et Justement, c'est ce la que je continuité, je voulais. finis juste cette phrase. On va revenir sur le détail, laissez-moi juste finir ma phrase. La Allez-y. continuité de tous ces éléments, c'est le désir de s'approprier la terre et d'en chasser les habitants originaux. À l'origine, il n'y avait pas de désir de les tuer ou de faire un génocide. Le génocide qu'on voit à Gaza maintenant est le résultat du fait que les Palestiniens résistent. Alors, s'ils résistent, il faut les tuer. Mais s'ils n'avaient pas résisté, qu'ils voulaient bien partir, Israël les aurait aidés à partir. Israël n'en voulait pas aux Palestiniens comme personne. Ils en voulaient à la terre surtout. C'est un projet de conquête de la terre qu'il faut comprendre dans ce processus de 100 ans. Et on comprend peut-être un peu mieux aussi pourquoi certains pays de la région, je parlerai de la Jordanie et de l'Égypte, ils ont rapidement tout de suite dit qu'ils ne voulaient pas servir de terre d'accueil parce qu'on disait accueillez les réfugiés palestiniens qui vont quitter donc la Palestine.
pour aller s'établir dans la région d'Égypte et de Jordanie, ils ont refusé tout de suite parce que ils ont connaissance de ce projet que vous avez évoqué. Parce que chaque fois que ce conflit revient au devant de l'actualité, on constate les mêmes réactions et ponctuelles, comme s'il n'y avait rien avant tout ça. Exact. Euh, quel, quel élément, en dehors de cette réalité de la Terre que vous avez évoquée, quel élément se trouve au cœur de ce conflit? Parce qu'on a l'impression qu'au-delà de la Palestine en tant que telle, il y a une tentation d'expansion d'Israël. Oui, alors, oui, mais avec des limites. Ça veut dire quoi? Il y a dans le leadership euh, israélien, juif israélien, parce qu'il y a des Israéliens qui ont la nationalité israélienne, mais qui sont des Arabes de Palestine, qui n'ont pas été chassés, qui sont toujours là. Mais dans le leadership juif israélien, il y a des gens qu'on peut qualifier d'extrême droite, expansionnistes, suprémacistes, qui disent on veut tout prendre. Ça veut dire on veut s'étendre même en Jordanie, au sud du Liban, au Sinaï. Mais cette option-là est relativement minoritaire et elle n'a pas de chance d'aboutir vraiment à un véritable projet. Je crois que le véritable projet qui est solide, qui est clair, qui fait l'unanimité dans le leadership d'Israël, c'est de tenter de s'étendre au maximum dans la Palestine, c'est-à-dire de tenter de prendre le maximum de Gaza et le maximum de la Cisjordanie, mais en chassant d'abord les habitants. Parce que si on ne les chasse pas et qu'ils restent et qu'ils finissent par être incorporés dans cet État, même si Israël devenait le maître de la Cisjordanie et de Gaza, si les citoyens ne sont pas chassés, ben, leur nombre, leur présence va altérer le caractère juif de l'État d'Israël. Donc les Israéliens ne veulent pas de ça. Donc ils veulent les chasser. Mais ce qui est sérieux dans ce projet, c'est la tentative de chasser les Palestiniens de Gaza ou du maximum de Gaza pour le moment, du reste un jour, de tenter de chasser les Palestiniens de certaines parties de la Cisjordanie et du reste un jour plus tard. Ça, c'est très sérieux. Et Israël a réussi en partie. Mais, Il y a de grandes parties de la Cisjordanie, par exemple, qui mhm, ont été annexées par Israël et d'autres qui n'ont pas été annexées, mais dans lesquelles Israël a implanté des colonies et dont les Palestiniens sont exclus. mhm. Et quand on prend cette perspective historique et des tentatives plus récentes, vous avez évoqué à un certain moment l'accord d'Oslo, qui était une porte ouverte sur l'espoir, l'accord entre Arafat et Yitzhak Rabin, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, sous la supervision de Bill Clinton à l'époque. Euh, Quand on prend ça, c'était un accord qui ouvrait une avenue pour l'existence de ces deux États. Et évidemment, Rabin a été assassiné, on est revenu à une position plus dure. Est-ce que vous voyez, vous, comment cette crise-là, aujourd'hui, va se terminer? Parce que les tentatives de cessez-le-feu qu'il y a eu, etc., on annonce un cessez-le-feu à 10 heures du matin, il va y avoir un bombardement à 2 heures de l'après-midi. Comment vous voyez une solution à cette crise? Bon, alors je vais expliquer d'abord pourquoi Oslo a échoué, parce que c'est ça qui peut nous donner la porte Très bien. pour répondre à votre question d'une solution aujourd'hui. Oslo a échoué parce que euh, euh, Oslo a échoué parce que le, euh, le texte d'Oslo était d'abord un peu biaisé en faveur d'Israël. Les Palestiniens reconnaissaient l'État d'Israël, mais Israël ne reconnaît pas d'État palestinien. Israël reconnaît uniquement que l'autorité palestinienne parle au nom des Palestiniens, de certains Palestiniens, pas de tous. Mm. Mais il n'y avait pas de projet d'État palestinien dans le texte même. Mais dans la dynamique autour d'Oslo, c'était pris pour acquis qu'un jour il y aura deux États. Bon, la raison pour laquelle Oslo a échoué, c'est que dès que Oslo a été signé, Israël a entrepris d'étendre ses colonies
de multiplier par 5 le nombre de colons installés en Cisjordanie illégalement entre 1993, Oslo, et 2000. Il y a eu 5 fois plus de colons. Et donc, il était clair que pour Israël, Oslo n'était pas une voie de règlement réel, c'était une excuse pour prendre encore plus de territoire sous prétexte de négocier la paix. Et ça nous amène aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de solution, je vais dire quelque chose de plutôt pessimiste. Toutes les solutions possibles aujourd'hui sont injustes. Et toutes les solutions justes et qui peuvent amener la paix aujourd'hui sont impossibles. On est dans l'impasse. Pourquoi est-on dans l'impasse? À cause des politiques israéliennes de prise de contrôle du territoire et à cause du comportement d'Israël au niveau diplomatique depuis Oslo. Alors, c'est quoi la solution? Pour le moment, je crois que très peu de gens entrevoient une vraie solution. On a des éléments. Le premier élément, c'est d'arrêter la violence, d'arrêter les massacres. C'est la première chose qu'il faut faire. Et tant que les massacres ne sont pas arrêtés, c'est futile de parler du reste. Bon, une fois que les massacres sont arrêtés, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que à long terme, je dis bien à long terme, il n'y a pas d'autre solution qu'un seul État où tous les citoyens seraient traités également, qu'ils soient juifs ou arabes, ou juifs ou non juifs. Donc, à long terme, dans on ne sait pas combien de temps. À court terme, les Palestiniens ont tellement investi dans l'idée d'avoir un État palestinien et les Israéliens sont tellement investis dans l'idée de préserver Israël comme État juif qu'il est impossible de sauter cette étape-là. Il devrait y avoir nécessairement une étape qui devrait être courte de reconnaissance des deux États, mais qui devrait être dépassée immédiatement pour penser à une confédération et éventuellement un État unique. Pourquoi je dis ça? Parce que la nécessité de passer par ces deux États, je l'ai évoqué, les deux côtés se sont tellement investis dans l'idée d'avoir leur État qu'on ne peut pas sauter cette étape. Mais Israël a tellement intégré la présence des Juifs israéliens en Cisjordanie, l'économie, les infrastructures, les routes, tout ça, que c'est devenu comme une omelette dans laquelle on ne peut plus séparer le jaune du blanc. On ne peut plus séparer ce qui relève de l'État d'Israël de ce qui relève de l'État de Palestine à l'intérieur de la Cisjordanie. C'est trop intermêlé. Bien sûr, il y a des zones où il y a les uns, où il y a les autres, mais les routes, le, les espaces, l'air, l'eau, les ressources naturelles, c'est quasiment impossible à séparer maintenant. Tout est devenu commun. Et donc, il faudra penser dans un premier temps à une confédération. Ensuite, je reprends les éléments de l'historienne tunisienne Sophie Bessis, qui elle-même est une juive tunisienne, mais donc une juive mais antisioniste, qui est une personnalité très connue tant en France qu'en Tunisie et dans le monde arabe. Et elle dit, écoutez, dans cette zone qu'on appelle la Palestine, il y a maintenant à peu près 7 millions de juifs et 7 millions de non-juifs de culture arabe. Ces gens-là, personne d'entre eux ne va partir. On peut essayer de les expulser, on ne reviendra jamais les expulser. Donc, les deux groupes sont condamnés à apprendre à vivre ensemble. On n'a pas le choix. Ceci est vrai pour l'ensemble de la planète. Nous sommes sur une seule planète avec des ressources limitées, une crise climatique énorme. Nous devons apprendre à Ouais. vivre ensemble à travers les cultures. Pour la Palestine, c'est la même chose. Ils doivent apprendre. Ils n'ont pas le choix que de vivre ensemble. Comment, professeur, on peut évoquer, ne serait-ce qu'évoquer une idée pareille avec des groupes d'extrêmes? D'un côté, Exactement. il y a les colons israéliens. De l'autre côté, d'ailleurs, un acteur fondamental comme le Hamas qui ne voudra rien entendre dans une perspective du genre. Non, le Hamas, déjà en 2018, a indiqué qu'il acceptait la solution à deux États. Oui. Depuis 2018. Donc, le Hamas est très pragmatique. C'est sûr que c'est un groupe de tendance islamique, islamiste, pas même pas islamique, Oui. islamiste,
et qu'il a une certaine conception de la violence qui est très négative, néfaste, mais il est aussi pragmatique, le Hamas, et il est conscient du rapport de force. Oui, Donc, à un le certain moment, problème, le Hamas avait oui, oui, même je reviens. remanié sa charte fondamentale où il y a certains aspects qui avaient disparu, comme par exemple le Hamas avait laissé tomber la question de la destruction de l'État d'Israël, ses liens avec les frères Les frères musulmans, musulmans, tout à fait. etc. Mais on a l'impression qu'on est revenu presque à la case départ avec, depuis le déclenchement de cette guerre, de ce conflit. Non, 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 non. Je crois que le Hamas est resté très pragmatique. On Hmm. peut, alors, je finis d'abord l'idée Allez-y. de la possibilité de la solution, puis je vais revenir à la question du Hamas. Du côté israélien, effectivement, il y a eu un tel durcissement euh, de l'extrême droite, presque fasciste. Aujourd'hui, on voit des colons descendre à tous les jours, brûler des villages palestiniens, pas des villages entiers, mais brûler des maisons, brûler des oliviers, tabasser des Palestiniens, en tuer très régulièrement, pas nécessairement tous les jours. Mais ça, même le journal israélien Haaretz s'en inquiète et depuis des mois, ils disent ne perdez pas de vue ce qui se passe en Cisjordanie. C'est très grave ce qui se passe. Donc, vous avez raison de dire il y a du côté des colons une extrême droite plutôt fasciste, suprémaciste, qui veut rien savoir. Mais je souscris à l'appel de nombreux Israéliens Hmm. qui ont écrit dans le journal Haaretz, dans d'autres journaux, dans les journaux de droits humains en Israël, qui disent aux pays occidentaux, qui disent aux amis d'Israël, s'il vous plaît, aidez-nous, sauvons Israël excusez-moi, sauvons Israël, excusez-moi, j'arrête ça, sauvons Israël de sa propre élite parce que euh, sans pression extérieure des amis d'Israël, Israël ne voudra jamais arrêter la guerre. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on est devant deux groupes qui ne peuvent plus se parler et qui ne veulent que se détruire mutuellement, mais ce n'est pas symétrique. Vous savez, on a évoqué la charte du Hamas qui a été modifiée, Mhm. mais Netanyahou se promène maintenant, ces jours-ci, à Mhm. l'ONU avec une carte d'Israël qui efface complètement la Palestine. Et le Parlement israélien a voté une résolution qui dit nous ne reconnaîtrons jamais la Palestine. Donc, c'est pas beaucoup mieux que le Hamas. En fait, le Hamas est mieux parce que le Hamas a fait des compromis tandis qu'Israël n'en a pas fait. Alors, ceci dit, oui, avec ces extrémistes, il n'y a pas moyen ils ne peuvent pas se parler. C'est là que la communauté internationale entre en jeu potentiellement, et c'est là que la communauté internationale n'a pas rempli ses responsabilités, parce que seule la communauté internationale peut interférer et forcer les deux belligérants à complètement arrêter la violence et à se parler. Or, la communauté internationale ne fait pas ça. Elle est restée très biaisée. Enfin, je parle des pays du Nord, ceux qui ont le pouvoir, Mhm. les États-Unis, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à envoyer des armes à Israël tous les jours en, en dépit du génocide en cours. Donc, tant que la communauté internationale ne joue pas son rôle de pacificateur en imposant la fin de la guerre, et elle peut l'imposer, parce que la guerre ne se poursuit que parce que nous, dans les pays du Nord, envoyons à Israël des armes de façon systématique et des fonds et des sommes fabuleuses. Donc, on peut interférer et on peut arrêter la guerre, mais nos élites politiques ne veulent pas la faire. Et tant que nous, J'allais les vous pays... dire, voilà, j'allais vous dire, est-ce que la situation, par exemple, politique en Israël se prête à ça? Parce que vous avez un premier ministre, un chef de gouvernement va en guerre qui protège un peu sa propre peau aussi, quelque Oui, part. Et vous avez quelqu'un qui arrive à la Maison-Blanche et qui annonce les couleurs un peu dans le ton de ce qu'il avait déjà fait, c'est-à-dire de transférer, par exemple, l'ambassade des États-Unis
dans, Les territoires occupés. à Jérusalem. Donc, on a une dynamique politique aussi en mouvement qui rend de plus en plus difficile la perspective à la fois de création de deux États, mais encore moins la perspective que vous pensez être la bonne solution, pourrait être la bonne solution, qui est qu'on arrive à vivre ensemble, ne serait-ce qu'à travers une confédération. C'est exactement pour ces raisons que vous venez de mentionner que je dis qu'aujourd'hui, on est dans une impasse totale, Très que bien. toutes les solutions possibles sont injustes et que toutes les solutions justes sont impossibles. Vous avez tout à fait raison. Mm. Mais il faut voir à long terme. Toutes les guerres s'arrêtent un jour. Toutes. La Deuxième Guerre mondiale a été horrible. Mhm. Les belligérants sont maintenant les meilleurs amis. D'accord? En dépit de plusieurs millions de morts de chaque bord. Donc, il faut garder l'espoir. L'espoir, c'est qu'un jour, on arrête cette folie. Et pour le moment, Israël, les forces en présence en Israël sont tellement radicalisées que la solution ne peut pas venir d'Israël, qu'elle doit venir des pays occidentaux et des amis d'Israël qui vont voir le danger de cette situation pour l'ensemble des relations mondiales. Parce que quand Israël agit de telle façon, qu'est-ce que le Hamas et les Palestiniens font? Ils essayent de trouver des alliés. Et ces alliés sont qui? Le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, les Houthis au Yémen, éventuellement les pays du BRICS. Et on est dans une situation qui pourrait dégénérer et devenir un conflit beaucoup plus large. Donc, est-ce que la raison va triompher ou bien la cupidité puis le désir de pouvoir avant tout? En Israël, je n'ai pas de confiance que la raison va triompher. Mm. Mais dans les pays occidentaux, quand j'écoute des gens comme Dominique de Villepin, qui est à la retraite bien sûr, mais qui a été Premier ministre, qui a un discours d'une Ouais, j'ai entendu lucidité cette semaine, oui. et d'un courage incroyable, je me dis, voilà, il y a là une voie possible. Mm. Je ne dis pas qu'elle est disponible maintenant, ni qu'on va la faire demain matin. Je dis que la première chose à faire, c'est d'arrêter la violence. Ouais. Et ensuite de parler. Peut-être que des voix comme celle de Dominique de Villepin vont se faire entendre, mais il faudra certainement que ce soit les pays occidentaux qui ont le recul nécessaire, qui ne sont pas sur le terrain, qui voient le danger de conflagration régionale ou mondiale que eux imposent à leur poulain Israël des restrictions. Sont-ils capables? Oui. Pourquoi? Parce qu'Israël a besoin de l'argent des États-Unis, elle a besoin des finances, elle a besoin des armes, elle a besoin du soutien diplomatique. Sans cet appui occidental, Israël ne peut pas faire ce qu'il fait. Et donc, nous, pays occidentaux, je dis nous parce qu'on vit en Occident, on est partie prenante de cette société, nous avons le pouvoir de mettre fin à cette folie, mais nos leaders politiques jusqu'à présent n'ont pas fait preuve de courage moral, ni d'intégrité, ni de réalisme politique. Donc, c'est pour ça que je suis pessimiste à court terme. Mais à long terme, un jour ou l'autre, les guerres s'arrêtent. Professeur Antonius, c'est un plaisir à la fois de vous écouter, comme toujours, que de vous lire également. Et je vous laisse rapidement parler de votre dernier livre concernant les origines du conflit israélo-palestinien. Voilà, alors ce dernier livre, j'ai commencé à l'écrire au mois de décembre passé, Mm. après l'attaque du 7 octobre, parce que tous les rapports des journaux, des télévisions, des entrevues commençaient par depuis l'attaque terroriste du 7 octobre. Et ma première réaction, c'est de dire, attendez, le 7 octobre n'est pas le début du conflit, c'est le résultat de 100 ans de conflit, c'est le résultat de 100 ans de guerre, c'est le résultat du fait que toutes les forces palestiniennes qui voulaient la paix ont été marginalisées, mises de côté, ridiculisées, et il ne reste que le Hamas. Alors, si on veut la paix, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé, comprendre que la guerre a commencé il y a 100 ans, que le but était la prise de la terre et que la solution, c'est d'aborder de front cette question de la terre. C'est elle dont tout le reste découle. Et
d'envisager une solution juste sur la question de la terre qui va permettre de dépasser la crise actuelle, mais le point de départ, c'est l'arrêt des massacres. J'ai Donc, c'était voulu, ça mon but, et de absolument. montrer qu'on ne comprend Gaza que dans cette perspective historique. J'ai voulu discuter avec vous de la question israélo-palestinienne, mais il y a plein de questions sur lesquelles je vais vous inviter parce que je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de diverses questions, y compris un livre fascinant que vous avez écrit sur les problèmes de racialisation, etc. On aura à aborder toutes ces questions. Je me permets de vous dire à bientôt, professeur. Merci pour votre invitation et au plaisir de vous reparler. Absolument. Je dis à nos auditeurs que vous pouvez réagir. Le professeur se fera un plaisir, comme nos autres invités, de répondre à vos réactions. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et à la semaine prochaine. Merci, professeur, et bonsoir. Merci, bonsoir.